Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes déjà dans la nuit du 7 au 8 octobre 2024. Au micro, Leon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis et de membres de ma famille qui vivent en Israël et en Ukraine. Et dans les deux pays, il y a des gens qui ont une peur panique que Donald Trump arrive au pouvoir. Ils me demandent souvent qu'est-ce qui va nous arriver, surtout les Ukrainiens, mais aussi les Israéliens. Publicité. La propagande, la persuasion dans ces pays par les médias de gauche, et principalement des personnes qui ont fait, disons, des études universitaires en Europe, en Amérique, dans les facultés de lettres, de sciences humaines et autres, ils ont le cerveau tellement lavé qu'il est pratiquement impossible de discuter avec eux. Mais le problème, c'est que ce sont justement ces personnes qui nous transmettent maintenant les paroles. Les paroles, pour ainsi dire, expliquent donc certains actes et autres choses. Moi, j'aimerais vraiment. Peut-être, je ne sais pas, c'est long, j'ai essayé d'aller vite, mais je n'y arrive pas. Mais expliquer ce qui se passera si Donald Trump arrive au pouvoir, nous, en tout cas, moi, ma famille et beaucoup de mes amis espèrent vraiment que ce sera le cas. Que va-t-il se passer précisément concernant ces deux pays dans lesquels, comme je l'ai déjà dit, vivent beaucoup d'amis, de membres de ma famille et simplement des gens que j'apprécie. Donc nous allons commencer un peu par Kamala, par l'autre côté, afin de montrer la différence d'approche. Ensuite, je passerai à Trump, et ce qui sera fait, non pas selon mes propres réflexions, mais conformément aux déclarations de Trump, selon les idées de Trump, des interviews de Trump et ainsi de suite, et en se basant, pour ainsi dire, sur ces 4 premières années passées à la Maison-Blanche. Alors, commençons. Aujourd'hui, dans une interview, Kamala Harris, à la question de savoir si Bibi Netanyahou est un ami et un allié des États-Unis, a répondu après un court silence « Le peuple d'Israël et le peuple des États-Unis sont des alliés », confirmant ainsi la position du Parti démocrate selon laquelle Bibi est inacceptable, incontrôlable, qu'il agit selon les intérêts de son propre pays, c'est-à-dire Israël, sans toujours tenir compte des intérêts de ses protecteurs, ce que la Maison-Blanche de Biden se considère être pour Israël. Kamala a décidé de ne pas assister à la réunion des deux chambres du Congrès avec Netanyahou. Lorsqu'il lisait, c'est-à-dire prononçait son discours, puis qu'on lui posait des questions, elle a dit qu'elle avait des intérêts importants, autrement dit, des affaires plus importantes à régler. C'était une rencontre avec de jeunes femmes dans une résidence universitaire où elle débattait des droits des femmes. Kamala, en tant que vice-présidente, devait présider cette réunion. Elle est vice-présidente et, comme on dit, la dirigeante formelle du Sénat. En rencontrant Zelensky le 26 septembre, Kamala a déclaré qu'il était un leader exceptionnel, qu'elle le soutenait dans sa guerre juste, et ses mots exacts étaient les suivants « Il y a des gens dans notre pays », a-t-elle dit à Zelensky. Donc, lors de la conférence de presse qui obligera l'Ukraine à céder une partie de votre territoire à l'ennemi, qui exigera que l'Ukraine reste neutre, n'adhère pas à l'OTAN et ne signe pas d'accord d'entraide, disons militaire ou autre, avec d'autres pays. Ces personnes, eh bien, il est encore une fois évident, pour ainsi dire, que c'est une pique lancée à Trump, proposent exactement ce que veut Poutine. En résumé, Poutine dicte la conduite et ces personnes répètent, chantant à l'unisson avec lui. Et continuait-elle, soyons francs, ce n'est pas une proposition de paix, mais une proposition de capitulation, ce qui est dangereux et ne peut pas être accepté. Et elle a ajouté, l'Ukraine va gagner. En même temps, elle a levé, je crois, le poing gauche en l'air. Avant de passer à Trump, examinons d'abord ce concept qui sonne bien. Donc, l'Ukraine va gagner. Qu'est-ce que cela signifie ? À plusieurs reprises, le Congrès a demandé, tout comme les journalistes, à la Maison-Blanche de Biden en s'adressant spécifiquement à Kamala, à Biden et à Blinken. À ce sujet, ainsi qu'à Sullivan. À propos de ce que, selon eux, signifie la victoire, pour laquelle, comme on dit, nous faisons tout cela. Mais d'après ce qu'elle a dit, à savoir que certains proposent ou proposeront de céder une partie du territoire ukrainien à l'envahisseur, cela signifie apparemment qu'elle ne propose pas cela.
Autrement dit, elle ne cédera pas, elle ne proposera pas à l'Ukraine de donner ses terres à l'envahisseur. Et ensuite, elle a dit que ces personnes affirment que l'Ukraine ne sera pas autorisée à rejoindre l'OTAN, donc elle va plaider pour que l'Ukraine soit acceptée dans l'OTAN. Mais pour cela, il faut que les Russes quittent volontairement ou par la force militaire l'Ukraine, qu'ils la libèrent complètement, y compris la Crimée, et qu'ils ne menacent en aucune façon, qu'ils ne soient pas mis en état de guerre, et ainsi de suite. Parce que la charte de l'OTAN stipule qu'on ne peut pas accepter un pays qui est en état de guerre avec quelqu'un. Kamal a dit que nous ne céderons pas un seul mètre de terre occupée. Alors il faut, réfléchissons ensemble, chasser la Russie du territoire de l'Ukraine, pour ne pas céder un seul mètre de terre occupée. La réponse est simple, des armes. Et donc la permission de les utiliser. Aujourd'hui, soit on ne donne pas d'armes à longue portée, soit on n'autorise pas leur usage. Ce que Joe Biden et Kamala Harris donnent à l'Ukraine depuis 3 ans, ça aide au pays de résister aux envahisseurs qui avancent tantôt ici, tantôt là en Ukraine, détruisant de plus en plus le pays et, en réalité, perdant de plus en plus de population. Sur le champ de bataille et sous les bombardements. Chaque jour, la population de l'Ukraine diminue. Je ne parle même pas des gens qui, désespérés, fuient le pays pour aller à l'étranger. Donc personne aux États-Unis et à l'OTAN ne propose de donner à l'Ukraine des armes à longue portée en quantité qui serait nécessaire à l'Ukraine pour gagner. C'est-à-dire que cela fait presque 3 ans qu'on n'en donne pratiquement pas, et on ne promet rien non plus en ce moment. Et ils disent que l'Ukraine ne doit pas se rendre, mais qu'elle doit continuer à se battre jusqu'à la victoire finale. Mais en plus de cela, en plus de tout ça, les États-Unis, Biden et Kamala Harris aident aussi la Russie. Et à l'Iran aussi, oui. D'ailleurs pour gagner de l'argent. D'énormes sommes que ces pays utilisent pour la guerre en Ukraine et en Israël. Avant l'arrivée de Biden et Harris à la Maison-Blanche, il y avait des manifestations en Iran exigeant d'arrêter de financer le terrorisme et de résoudre les problèmes internes du pays avec l'argent restant. Et la Russie a été obligée d'utiliser ses réserves d'or pour ne pas se retrouver en faillite. Kamala n'a pas dit qu'elle allait augmenter la production de pétrole et de gaz pour saigner la Russie et l'Iran à blanc. Elle n'a pas dit qu'elle aiderait, qu'elle imposerait, qu'elle aiderait à lutter contre la Russie, contre l'Iran, imposer des sanctions supplémentaires qui porteraient, pour ainsi dire, un coup sérieux à ces 2 pays. Ils ont simplement levé les sanctions contre l'Iran. Oui. Quelles sanctions avez-vous supprimées ? La Russie a décidé de construire Nord Stream 2. Un miracle s'est produit, pour ainsi dire, et il a été saboté. Voilà. Mais elle n'a pas dit qu'elle allait agir là-dessus. C'est l'Iran qui fournit à la Russie des drones de combat. En échange, la Russie enrichit l'uranium pour l'Iran. Autrement dit, en disant à Zelensky « Nous sommes avec toi », mais sans préciser comment, ni comment les États-Unis vont aider l'Ukraine à gagner. Et elle a condamné l'Ukraine à des années de guerre, de destruction et à l'anéantissement de générations de citoyens. Hey. Une perspective merveilleuse pour un pays où le Parti démocrate agit comme s'il était dans son propre jardin. Mais Zelensky qui fait tout ce qu'on lui ordonne, je pense qu'il y est simplement obligé. Même si, disons, il aurait peut-être fallu avoir un peu plus de cran. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc Kamala dit qu'elle le respecte et l'aime. Et Bibi qui dit « Je vous ai écouté, un grand merci. Et maintenant, je vais réfléchir à ce qu'il vaut mieux faire pour la sécurité de mon pays aujourd'hui et demain. » Cet homme-là, elle ne l'aime pas. Elle ne veut pas assister à ses discours. Elle considère qu'il n'est pas un allié des États-Unis d'Amérique, même s'il allait été élu démocratiquement. Le dirigeant d'Israël. Je comprends que Zelensky est dépendant à 100% et Bibi à environ 50%. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, peut-être 40%, 48% ou 52%. Mais la différence est dans le comportement. C'est vraiment stupéfiant, messieurs. Voilà, bon et maintenant passons à Trump. Trump, selon ses propres mots, soutient Israël absolument. Il l'a répété plusieurs fois. Absolument. Mais en même temps, il dit qu'Israël perd la guerre de l'information. La guerre. Je ne sais pas s'il compte aider ou non. Kamala a dit Trump a essayé de convaincre Israël d'accorder une pause au Hamas, pour qu'il puisse se regrouper et attaquer à nouveau et encore les colonies juives. Kamala appelle constamment à la création d'un État palestinien.
Elle dit cela en sachant que, depuis Yasser Arafat, les dirigeants arabes refusent. L'un après l'autre, ils refusent un État séparé, et ils appellent à la destruction d'Israël en noyant 6 millions de Juifs dans la mer. Eh bien, comment ont-ils fait ? S'emparer pendant 5 heures du territoire le long de la frontière, le 7 octobre, ils ont massacré, tué, brûlé vifs tous ceux qu'ils n'ont pas emmenés en captivité comme otages. Donald Trump estime qu'il faut d'abord donner à Israël la possibilité de nettoyer Gaza et la Cisjordanie du Hamas et des autres terroristes. Et ensuite, il faudrait donner aux Palestiniens quelques années pour vivre sous le protectorat militaire d'Israël. Et ensuite, lentement, si les Palestiniens apprennent à vivre comme de bons voisins, s'ils arrêtent de commettre des attentats et cessent d'appeler constamment à l'extermination de tous les Juifs, s'ils arrêtent de combattre Israël et de pousser leurs enfants à tuer des Juifs. Alors, si cela se produit, on pourra lentement commencer à leur transférer les fonctions de protection de la population, puis celles des frontières, s'ils continuent à vouloir avoir des frontières à ce moment-là. Donald Trump estime que si des tirs sont effectués depuis un immeuble résidentiel, une école ou une mosquée contre Israël, Israël a le droit de riposter par le feu sur ces points. Donald Trump, en tant que président, a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et y a transféré l'ambassade. Il a également reconnu les plateaux du Golan comme faisant partie d'Israël et a contribué à la signature d'un accord de coopération entre Israël et 5 pays musulmans. Les accords d'Abraham, si vous connaissez. Et il voulait continuer à faire signer cet accord à tous les pays saoudiens. Et Trump n'a jamais qualifié les colonies juives en Judée et Samarie d'illégales. C'est ce que fait constamment, le gouvernement, disons, notre administration actuelle, Biden-Harris. Même avant sa présidence, Trump était l'un des 10 plus grands donateurs d'Israël au monde. Et le seul non-juif dans ce top 10. Que fera Trump en arrivant à la Maison-Blanche ? Des sanctions contre l'Iran. Un soutien total à Israël dans la guerre contre l'Iran. L'administration Biden a également aidé Israël avec des milliards de dollars d'armes. Et elle a amené dans la zone de conflit le plus grand groupe de forces, pour ainsi dire, je ne sais pas comment l'appeler plus précisément, accompagné des forces aériennes pour assurer la protection. Trump utilisera ces forces pour des actions plus actives contre les Houthis, contre l'Iran et très probablement contre tous ceux qui essaieront de livrer des armes au Hamas et au Hezbollah. Même si, comme nous, il ne restera rien de cette bande. Combien de temps cela a-t-il pris à Trump ? 2 mois ? 3 mois ? Même si on disait là-bas que la guerre durerait des décennies. Et maintenant, passons au plus difficile. Au plus difficile à comprendre, les relations et le comportement de Trump envers la Russie et l'Ukraine. Je suis sûr qu'après avoir reçu un appel de félicitations de la part de Poutine pour son élection, Trump dira « Vladimir, il faut mettre fin au carnage en Ukraine. Ordonne à tes hommes de s'arrêter et nous rassemblerons tous les participants pour résoudre cette situation. » Mais le sang doit cesser de couler, et les bombes doivent arrêter de tomber. Je pense que Poutine répondra à cela, il est d'accord pour geler le conflit. Nous allons entamer des négociations. En se basant sur toutes les déclarations de Trump, l'Ukraine sera invitée à présenter une liste des armements nécessaires. Trump signera avec eux un accord de pré-bail, avec le retour ultérieur par l'Ukraine soit des armes, soit de la valeur des armes. Comment rendre, c'est une autre question. Lors des négociations, Trump proposera ce qui suit. Encore une fois, je me base sur toutes ces déclarations. L'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN, ce à quoi l'Ukraine a déjà consenti depuis longtemps d'ailleurs. Il n'y aura pas de missiles balistiques déployés sur le territoire ukrainien. Je voudrais d'ailleurs rappeler que Kennedy a mené le monde au bord de la guerre nucléaire lorsque Khrouchtchev a tenté d'amener des missiles à Cuba. Ouais. Trump proposera de modifier la constitution de l'Ukraine, passant d'un État unitaire à un État fédéral. Comme aux États-Unis, où des régions comme Donetsk, Luhansk et la Crimée auraient le statut des États des États-Unis d'Amérique et participeraient à la gouvernance de l'État fédéral. L'Ukraine était également prête à cela avant le début de la guerre, mais les États-Unis, enfin Biden et ceux qui sont avec lui, je ne sais pas exactement qui, ont arrêté la signature de l'accord. Ceci est une note pour ceux qui pensent qu'organiser un pays comme les États-Unis avec 3 ou 4 régions qui passent sous le contrôle de Poutine, c'est terrible. Il ne faudra même pas une génération.
Mesdames et messieurs, comment toutes ces régions participeront-elles activement à la vie ukrainienne, non pas comme des satellites de la Russie, mais comme des unités administratives d'un État fédéral ukrainien? La Russie, à la demande de Trump, se retirera en plusieurs étapes des terres occupées, la dernière étape ayant lieu après l'adoption de la nouvelle constitution fédérale. La plus grande question sera de savoir qui paiera les réparations pour les vies perdues et la reconstruction du pays. Mais je pense que cela peut être résolu d'une manière ou d'une autre, même si je ne sais pas comment. Plusieurs conglomérats financiers américains ont déjà, à mon avis, acheté la moitié du territoire de l'Ukraine, et ils trouveront un moyen de participer à la création d'infrastructures, d'industries, d'exploitations agricoles et de tout le reste. En plus de cela, des investisseurs du monde entier se précipiteront en Ukraine pour reconstruire le pays en faisant, dans le bassin Ukraine, Pologne, Pays-Baltes, Slovénie, Slovaquie. Cela représente 100 millions de personnes instruites, capables d'apprendre. Un nouveau centre industriel rivalisant avec l'Allemagne, la France et le nord de l'Italie. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Allemagne, la France et le nord de l'Italie, c'est-à-dire l'Europe unie, se comportent étrangement envers l'Ukraine. Ils savent exactement ce qui va se passer. Dans 10 ans, ce territoire vers lequel se dirigeront les Turcs et les Britanniques, encore une fois, pour ainsi dire, ils ont déjà donné tous les signaux à ce sujet, deviendra la région la plus dynamique du monde, dépassant même les soi-disant 3 tigres asiatiques. Il suffit simplement que Trump gagne et entre à la Maison-Blanche. Mesdames et messieurs, ce que j'ai dit, ce ne sont pas mes inventions, mais cela repose sur les déclarations, les interviews et les actions de tous les participants, des acteurs que je vous ai nommés aujourd'hui. À la prochaine rencontre. Au revoir.